Alors, rebonjour à tous. Comme nous avons déjà discuté, nous allons continuer l'étude des défaillances. On a déjà commencé la séance 3. Pour cette séance, on va nous concentrer surtout sur la méthode quantitative d'analyse de défaillance Pareto ou ABC. Et on va citer à la fin quelques notions sur des méthodes qualitatives d'analyse de défaillance. Le plan de cette séance sera comme suit. Nous allons, comme d'habitude, commencer par un petit rappel sur les définitions et surtout la catégorisation qu'on peut effectuer sur les défaillances. Nous avons vu ça la dernière semaine. Puis, je vais passer à la méthode de Pareto ABC avec des exemples et un exercice. La semaine dernière, nous avons passé presque toute la séance à citer des critères ou des méthodes de catégorisation ou de mise en famille de défaillance. Ce que nous pouvons dire comme résumé, c'est la chose suivante. Nous pouvons catégoriser les défaillances dans une entreprise selon leur cause. Et pour les causes, nous avons dit que nous pouvons citer deux types de causes. Des causes qu'on peut appeler ou catégoriser ou lui donner le caractère de intrinsèque. C'est-à-dire quoi, intrinsèque? Une cause intrinsèque par rapport à une défaillance, c'est-à-dire une cause liée ou bien à la conception, ou bien à la fabrication, ou bien à l'installation du bien. C'est-à-dire une cause liée à l'équipement lui-même. Et une cause ou des causes extrinsèques qui sont des causes liées principalement à l'utilisation, à la maintenance ou les défaillances qui sont des conséquences d'une autre défaillance. Nous avons proposé aussi le critère de la position de la défaillance dans le cycle de vie de l'équipement. Et dans ce cadre, nous avons parlé de défaillance précoce, défaillance aléatoire ou mature et défaillance de vieillissement ou d'usure à la fin de la durée de vie pour les défaillances d'usure. Nous pouvons catégoriser les défaillances aussi selon la position dans l'atelier, le lieu où on a eu cette défaillance-là. Est-ce que c'est au milieu, au début ou à la fin de l'atelier? Selon la façon avec laquelle cette défaillance s'est manifestée. Ça peut être d'une façon progressive ou soudaine, ou encore ça peut être une défaillance permanente ou temporaire. On peut aussi catégoriser les défaillances selon leur aptitude d'être détectées. Est-ce que c'est facile de s'apercevoir qu'on a quelque chose qui ne va pas sur cet équipement ou pas? La défaillance, elle est d'autant plus grave que la détection est difficile. Et nous avons mis l'accent sur ce qu'on a appelé les modes de défaillance. Qu'est-ce qu'on appelle un mode de défaillance? C'est la façon avec laquelle la défaillance s'est manifestée. Comment l'entreprise ou le responsable s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans ce cadre, nous avons proposé 5 familles qu'on a appelées familles génériques de modes de défaillance. À la fin, nous avons cité un critère très important d'évaluation ou de catégorisation des défaillances qui sont les conséquences. Et nous avons surtout dit que les conséquences peuvent toucher le personnel, la sécurité du personnel, les équipements ou la nature de la production. Et pour chaque élément ici, on peut avoir des défaillances mineures, majeures ou critiques. Et nous avons dit aussi que nous pouvons donner d'autres descriptions des niveaux de ces conséquences, comme par exemple 1, 2, 3, ou sans gravité grave et catastrophique. Et la remarque que nous avons citée, c'est que ce qui existe ici dans ce tableau, ce n'est qu'un exemple.
Et nous avons cité, si je me rappelle bien, l'exemple de se blesser la main. Et je vous ai demandé, est-ce que se blesser la main est une défaillance ou un accident grave? Et la réponse était quoi? Vous me rappelez? Est-ce que c'est grave de se blesser la main? Est-ce qu'on peut répondre directement sur la gravité d'une blessure? Qu'est-ce qu'il faut faire avant ça? Il faut interpréter, il faut dire comment cette blessure a eu lieu et où surtout et dans quel domaine d'activité. Et l'exemple que nous avons cité, c'était se blesser la main dans un laboratoire de maladies contagieuses. C'est une défaillance ou c'est un accident catastrophique, peut être catastrophique, et se blesser la main dans un chantier de génie civil, par exemple, une petite blessure n'a aucune importance. Donc, la gravité ou le degré de la gravité d'une conséquence dépend de plusieurs critères et surtout de la nature de l'activité et par conséquent la nature des équipements. La catégorisation de ces défaillances a un objectif principal de réagir. Comment on va réagir? S'il s'agit d'une maintenance préventive, on va mettre en place des procédures pour éviter ces défaillances-là. S'il s'agit d'une défaillance corrective, on va mettre en place des procédures de maintenance corrective pour rétablir le bon fonctionnement et éliminer ou minimiser les dégâts suite à ces défaillances-là. Comment on va étudier ces défaillances une fois catégorisées? Il y a des méthodes d'analyse. Et nous avons fait la différence entre analyse quantitative de défaillance et analyse qualitative de défaillance. Quantitative, c'est-à-dire ça prend en considération, comme son nom l'indique, la quantité. Ça peut être les coûts, ça peut être le nombre, ça peut être la durée, etc. Pour l'analyse qualitative, on va voir quelques méthodes pour ça, mais c'est en relation avec ce que vous connaissez par diagnostic. Donc, on va diagnostiquer en utilisant des méthodes d'analyse qualitative qui peuvent être par la suite traduites en des informations quantitatives, mais la première étape, c'est une analyse qualitative. Et on va commencer par une des méthodes les plus utilisées pour l'analyse quantitative de défaillance en particulier, qui est la méthode connue par le nom de méthode ABC, Pareto ou encore 20-80, bien qu'il y a une différence entre ces trois noms. Je vais vous expliquer la différence entre ces trois noms par la suite. Donc, la méthode ABC, on va pour le moment adopter la méthode ABC. C'est une méthode, comme vos camarades ont dit tout à l'heure avec dans leur présentation, c'est une méthode de classification. Pour la maintenance, c'est utilisé pour la classification des défaillances selon leur coût, défaillances selon leur durée, pièces de rechange selon leur valeur, selon la quantité utilisée, etc. L'objectif de la méthode ABC, ça a été déjà dit aussi dans la présentation, c'est de classer dans un ordre d'importance des critères à étudier. Donc, on définit le critère, un seul critère à étudier et on aura plusieurs défaillances, par exemple, selon ce critère-là, qui peut être le coût, et on va déterminer les sujets ou les individus. Dans le cas de l'exemple de défaillance, on va déterminer la famille de défaillance qui a le plus d'importance par rapport aux critères coût, par exemple. Ces critères peuvent être des coûts, peuvent être un nombre bien déterminé, etc. Le principe de cette méthode-là, c'est une classification dans un ordre décroissant d'importance. Pourquoi décroissant? Parce qu'on cherche les sujets les plus importants.
C'est pour ça que on va classer dans un ordre décroissant d'importance. Le mot importance dépend du critère étudié. On va voir des exemples tout de suite. L'objectif principal est donc d'identifier sur quoi on va agir en priorité, de définir des priorités d'action ou de réaction pour avoir des résultats significatifs au plus tôt. Par exemple, si vous avez 50 interventions dans un service maintenance, 50 interventions, que ce soit correctives ou préventives, et vous avez le coût de chaque intervention. L'objectif du service maintenance, c'est de minimiser le coût des interventions pour l'année prochaine. Donc, on va se baser sur l'historique de cette année. Nous avons 50 interventions et nous avons le coût de chaque intervention. Pour minimiser le coût total des interventions, on peut agir individuellement sur les interventions. Donc, on va réduire le coût de chaque, essayer, disons, de réduire le coût de chaque intervention. Il sera plus significatif d'intervenir en premier temps, donc de commencer par une intervention sur les interventions qui sont les plus coûteuses. C'est-à-dire, si, par exemple, parmi ces 50 interventions, j'ai une intervention qui coûte la moitié de la totalité du coût. Si j'arrive à diminuer le coût de cette intervention de 10%, par exemple, l'impact sera très significatif sur le coût total. Si je prends une intervention qui coûte 100 euros, l'impact sur la diminution de la totalité de la somme des interventions ne sera pas significative. Donc, c'est classé dans un ordre décroissant pour avoir une priorité d'intervention pour que lorsque je vais intervenir, je vais avoir des résultats plus rapidement. Et éviter par conséquence les gaspillages de l'énergie et de l'argent. Éventuellement, bien sûr, parce que parfois on est obligé d'intervenir sur toutes les interventions dans l'exemple cité. Donc, classer pour déterminer une priorité pour avoir des résultats significatifs avec un minimum d'efforts fournis. Elle a un minimum de dépenses mises en œuvre. Si on veut parler maintenant de diagramme de Pareto et non plus de la méthode ou l'analyse ABC, on va dire que la méthode de Pareto, c'est un cas particulier de l'analyse ABC où on va considérer toujours 20% des individus étudiés qui vont consommer 80% du critère étudié. Dans l'exemple des interventions, s'il s'agissait d'un diagramme de Pareto, c'est-à-dire un cas particulier de l'analyse ABC, et une fois nous avons tracé la courbe de Pareto, on va obligatoirement trouver que 20% des interventions coûtent 80% de la somme totale des coûts des interventions. Donc, c'est un cas particulier de ABC où 20% des sujets étudiés sont relatifs à 80% du critère étudié. Bon, il y a quelque chose à expliquer. Nous avons dit, que le diagramme Pareto est un cas particulier de l'analyse ABC. Mais, historiquement, Pareto est le père, entre guillemets, de l'idée de la classification en famille des entités ou des sujets d'études. Je m'explique comment l'idée de classification en famille est émergée, si vous voulez. Donc, Pareto a remarqué, c'est un économiste italien qui a remarqué que 80% des taxes
sont en Italie, bien sûr, puisque c'est les Italiens, 80% des taxes en Italie sont payées par 20% des contribuables, c'est-à-dire 20% des Italiens payent 80% des taxes. C'est-à-dire quoi? Les taxes sont proportionnelles aux richesses, donc 20% des Italiens possèdent 80% de la richesse de l'Italie. Et ces deux-là, où l'idée de diagramme Pareto, ou classification ABC, ou classification 20-80 a été lancée. L'idée a été commencée de cette situation-là. Puis, cette classification en famille ABC a été adoptée pour la maintenance, pour la production, pour la gestion de stock ou autre. Donc, l'idée, c'est toujours une classification. Pour la méthode ABC, c'est un cas général de classification. Pour la méthode de Pareto, c'est un cas particulier où 20% des sujets d'étude consomment 80% du critère étudié. Et on va voir comment on peut détecter s'il s'agit ou pas d'un diagramme de Pareto lorsqu'on a une classification ou une analyse ABC. Si on parle de Pareto, on va parler aussi de 20-80 puisqu'on a les deux pourcentages ici. Et quelle que soit la situation, si on est dans le cas du diagramme de Pareto ou de l'analyse ABC, l'objectif de la classification est toujours d'obtenir une courbe où on a par exemple les causes ou dans le cas général les sujets d'étude dans l'axe des abscisses, les effets dans l'axe des ordonnées, et toujours on cherche une courbe qui a cette forme-là. Donc, quel que soit le sujet, quel que soit le critère étudié, quels que soient les individus étudiés, si on applique la méthode de l'analyse ABC, on va toujours avoir une courbe qui a cette forme-là. L'objectif de la méthode, c'est de déterminer trois familles ABC. Dans le cas particulier du diagramme Pareto, comment on va déterminer les familles ABC? Puisque le diagramme Pareto, c'est relatif au pourcentage 20-80, on va repérer les 80% du critère, on va projeter sur la courbe déjà tracée et on va trouver, s'il s'agit d'un Pareto, les 20% des causes dans cet exemple qui engendrent l'effet ici cumulé. Vous allez comprendre tout à l'heure ce que ça veut dire cumulé. Et on va appeler cette première famille la famille A, qui est la famille la plus importante pour cette analyse parce que c'est un nombre réduit de causes qui est à l'origine de 80% des effets. Dans l'exemple, bien sûr. On reste toujours dans le cas de Pareto. La famille B est déterminée pour 50% des individus étudiés. Et dans le cas idéal de Pareto, on va trouver 95% des effets pour ces 50%, pour ces 30%, à partir du 20 jusqu'à 50% des individus étudiés. S'il ne s'agissait pas d'un diagramme de Pareto, on va trouver 80, 90, 97. On va trouver un autre pourcentage, mais c'est aux alentours de 90%. Le reste des individus étudiés forment la famille C, qu'on peut décrire comme suit. Un très grand nombre par rapport aux 20%, c'est 50%, donc un très grand nombre de causes qui ne participent qu'avec 5% pour l'effet cumulé. Pour l'effet, on va revenir à cumulé. Donc, un grand nombre de causes qui ont 5% uniquement des effets constatés et étudiés. Donc, il est plus rentable, il est plus efficace de travailler sur la famille A pour avoir, comme si on revient ici, pour avoir des résultats significatifs avec un effort minime. Donc, ce qu'il y a à retenir, on va toujours placer l'effet dans l'axe des ordonnées, les causes, si on étudie cause-effet, bien sûr, les causes sur l'axe des abscisses, suivre des étapes bien déterminées pour avoir une courbe qui a cette forme-là, la courbure
varie bien évidemment. Et par la suite, pour commencer l'interprétation du diagramme, on va adopter pour le diagramme Pareto en particulier, les pourcentages 80% pour la famille A, 95% pour la famille B et le reste, les 5% restantes pour la famille C. Vos camarades tout à l'heure ont parlé de histogrammes. On peut très bien tracer les histogrammes de chaque cause dans ce cas, de chaque individu étudié. Vous allez voir quelques, deux, je pense, si je me rappelle bien, nous allons avoir deux exemples de courbes plus histogrammes tracés. Les deux méthodes aboutissent à une même interprétation, que ce soit on trace la courbe ou bien les histogrammes, mais l'essentiel, c'est un ordre décroissant. Donc, c'est la remarque où on ne trouve pas toujours les pourcentages 20-80 pour la famille A, mais la classification ABC est toujours possible. Donc, dans le cas général, enfin, on parle de classification ABC et non pas de diagramme Pareto ou 20-80. Comment maintenant on va obtenir cette courbe-là? La première partie du travail consiste à, comme toute autre méthode d'analyse, recueillir les données, les placer dans un tableau et surtout pour le diagramme Pareto, choisir un seul critère d'étude. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire chaque courbe Pareto, chaque courbe ABC ne peut être relative qu'à un seul critère. Si on veut étudier le coût et la fréquence, par exemple, on doit tracer deux analyses ABC différentes. Donc, une analyse ABC correspond à un seul critère. Donc, on va recueillir, comme première étape, on va recueillir les données, les placer dans un tableau, puis choisir un seul critère pour tracer les courbes, la courbe ABC. Une fois nous avons choisi le critère et défini le tableau en recueillant les données à partir de l'historique, à partir d'un chronométrage ou autre, on va commencer le traçage de la courbe. Comment on va faire ça? On va commencer par trier les sujets dans un ordre décroissant de la valeur du critère, calculer ce qu'on appelle la valeur cumulée, toujours après l'ordre décroissant, calculer le pourcentage et puis établir le graphique qui doit obligatoirement être, si on suit ces étapes, il va forcément être sous cette forme-là. Si on veut tracer les histogrammes dans l'ordre décroissant, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est décroissant parce qu'on a commencé par trier dans un ordre décroissant de critères. Une fois la courbe établie, on doit interpréter. Et cette remarque est très importante parce que le diagramme Pareto, l'analyse Pareto, c'est un outil d'analyse. Ce n'est pas un objectif. C'est un outil pour justement interpréter et mener des interventions correctives ou préventives. Donc, il faut toujours se rappeler que Pareto, c'est un outil pour interprétation et action. Ce n'est pas un objectif. Et une deuxième remarque que je veux bien évoquer, c'est que la courbe ou la classification ABC est d'autant plus importante que les sujets d'études sont nombreux. Donc, si on a par exemple 10 causes à classer, il est facile de les classer même à l'œil nu, sans aucun calcul. Donc, déjà, l'idée a émergé de nombre de contribuables, donc des millions d'Italiens. Donc, la valeur de la méthode de classification ABC est d'autant plus importante que le nombre de sujets étudiés est important. Disons à partir de 20 à 25 sujets d'études. Dans les exemples de ce cours, on va avoir un nombre réduit de sujets juste pour illustrer la méthode. Mais si vous êtes par exemple dans un projet de fin d'études ou par la suite dans votre travail, vous n'avez pas à appliquer Pareto pour 10 causes ou pour 10 pièces de rechange parce que vous pouvez très bien
déterminer les causes les plus importantes parmi 10 causes. On n'a pas besoin d'un outil de classification pour faire ça. Dans ce cours, comme je vous ai dit, on va voir quelques petits exemples juste pour illustrer la méthode. Donc, une fois nous avons, je reviens au cours, une fois nous avons tracé la courbe, on doit interpréter. Et je vais vous proposer maintenant un exemple concret pour tracer la courbe d'analyse ABC. On va voir s'il s'agit d'un Pareto ou pas par la suite et on va voir comment on vérifie s'il s'agit d'un diagramme de Pareto ou pas. La première étape, on a dit, c'est la collecte des données, la mise dans un tableau et le choix d'un critère. On va commencer par une collecte de données. On suppose que nous allons étudier l'état de stock des pièces de rechange, ou de rechange dans le cas général. On va supposer que nous allons étudier 10 articles et nous avons le choix entre le nombre d'articles en stock, le MTBF des équipements qui utilisent ces articles-là, le MTTR des équipements qui utilisent ces articles-là, les coûts des interventions pour monter les équipements, par exemple, ou autres. Juste là, remarque, ce que vous connaissez, qu'est-ce que ça veut dire MTBF et MTTR? Est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'est-ce que le MTBF ou le MTTR? Ce sont quoi, en fait? Aucun étudiant n'a un diplôme en maintenance ou construction fabrication? D'accord. Et je connais certains d'entre vous qui Madame, ont... MTTR, temps moyen de réparation. MTBF, MTTR, temps moyen de réparation. de réparation. C'est l'abréviation de quoi? C'est l'acronyme de quoi, MTTR? C'est Mean Time to repair. D'accord. Mean time to repair. Donc, ce n'est pas le temps de l'intervention de réparation, mais c'est le temps moyen entre voilà, le temps moyen mis pour réparer une panne. Mean time to repair, c'est le temps moyen mis pour réparer une panne relative à une pièce de rechange ou elle relative à un équipement bien déterminé. Pour le MTBF, c'est mean time between failure, c'est un F. Mean time between failure. C'est une faute de frappe ici. Mean time between failure, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le temps moyen qui sépare deux défaillances successives. Et l'unité, c'est l'heure. Ici, on peut avoir 10 minutes. Mais généralement, on utilise un nombre d'heures pour le MTBF et MTTR. Donc, ce sont surtout le MTBF, c'est un indicateur, c'est l'indicateur clé de la qualité des interventions de maintenance dans une entreprise. On va voir tout un chapitre sur l'analyse ou l'étude de la fiabilité des équipements. La méthode Pareto est utilisée pour un très grand nombre d'exemples pour l'étude de fiabilité et de la maintenabilité pour un TTR. Donc, l'année, c'était à titre d'exemple, qu'est-ce qu'on peut étudier avec la méthode Pareto pour la maintenance? On peut étudier la gestion de stock, on peut étudier les indicateurs liés au temps, à la fiabilité ou des indicateurs liés au coût des interventions. D'accord? Donc, pour notre exemple, MTBF, j'insiste, c'est pas MTTR, c'est Mean Time Between Failure. Failure en anglais, c'est défaillance. D'accord? Donc, on suppose qu'on a collecté des informations relatives à chacun de ces 4 critères. Et nous allons choisir un de ces critères. Par exemple, nous allons choisir le nombre de rechanges en stock. On suppose que nous avons l'objectif de réduire le nombre de pièces stockées. Et dans un objectif global d'améliorer le système de gestion de stock, on s'en fout, là, c'est pas grave, mais on va choisir l'exemple de rechange. L'année, pourquoi j'ai changé pièce de rechange par rechange? C'est quoi la différence entre pièce de rechange et rechange? Pièce de rechange, on peut pas avoir 6000
pièces de rechange. On peut pas. Ce n'est pas logique d'avoir 3000 pièces de rechange en stock. Pourquoi? Parce que le stock est une source de gaspillage, c'est un muda. Donc, si on a des pièces de rechange, on n'a pas intérêt à avoir 20 000 pièces en stock. Qu'est-ce qu'on peut stocker en très grand nombre? C'est ce qu'on appelle les consommables ou les rechanges consommables, comme par exemple les fusibles, comme les résistances, les petites résistances, comme les lampes, par exemple. Donc, on peut avoir un très grand nombre de petites mécaniques consommables. On peut avoir 20 000 petites lampes pour une raison ou une autre. Ça dépend de l'activité de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai changé pièce de rechange par rechange pour avoir plus de logique dans l'exercice. Mais sinon, je pouvais garder pièce de rechange. Hein. Mais comme règle de gestion, on ne doit jamais avoir un très grand nombre de pièces en stock. Vous avez déjà vu et vous allez voir encore et encore qu'il faut éviter au maximum de stocker. Donc, revenons à l'exemple. Nous avons collecté les informations. Nous avons un objectif de améliorer la gestion de stock, en particulier améliorer ou diminuer la quantité stockée. Donc, supposons que nous avons toutes les informations ici et on va garder uniquement le nombre de rechanges en stock. Nous avons 10 articles avec le nombre de chaque article. Et il faut toujours se rappeler qu'on a un objectif de diminuer la quantité en stock. Et on va appliquer la méthode de classification ABC pour trouver quoi dans ce cas? Pour trouver quels sont les articles qui sont les plus nombreux dans ce stock-là, dans ce stock de rechange. Donc, on va appliquer maintenant directement la méthode ABC ou le diagramme ABC. Donc, ce sont les données brutes, les articles 1 à 10 avec le nombre d'unités en stock. La première étape, qui se rappelle de la première étape de la méthode Pareto, de la méthode ABC, pardon. Il y a la méthode 4C1, classification dans un ordre comment? Croissant? Décroissant. C'est une classification dans un ordre décroissant. Et dans ce cas, il est clair que nous allons trouver que le 2, c'est le premier élément et le 5, c'est le dernier élément. Voilà. Donc, on va classer dans un ordre décroissant selon le nombre d'unités en stock pour le critère choisi. Donc, la remarque que je vous ai dit tout à l'heure, on peut rapidement détecter quels sont les 20%, ou la 10%, ou la 30% les plus présents en stock. Ce sont ces trois articles 2, 6, 7. Mais l'exemple, c'est un exemple illustratif de la méthode et on suppose que nous avons, par exemple, 100 articles dans le stock, par exemple. Donc, l'étape suivante, c'est de calculer la valeur cumulée. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur cumulée? Pour l'article qui a le nombre le plus grand dans l'exemple, on va garder le même nombre, 20 000 dans ce cas. Pour le deuxième article, on va sommer les 20 000 de la ligne précédente avec les 15 000 de la ligne courante. Donc, 35 000 égale à 20 000 plus 15 000. Et ainsi de suite pour 45 000 qui est égal à 35 000 plus 10 000. 53 000 égale à 45 000 plus 8 000 jusqu'à trouver à la fin ces 66 000 articles qui sont quoi ces 66 000 là? Je ne sais pas, c'est 68 000. C'est la quantité totale, très bien, très bien. C'est la quantité totale des articles dans ce stock-là. Donc, le résultat final de la valeur cumulée, c'est la somme totale des articles. Et une remarque très, très importante, ne faites le cumul qu'après la classification décroissante. Sinon, vous n'aurez pas une courbe Pareto. Donc, on classe dans un ordre décroissant, puis on calcule la valeur cumulée. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Qui se rappelle de l'étape suivante, c'est calculer quoi? Le pourcentage cumulé.
calculer le pourcentage cumulé, bien sûr, basé sur cette valeur cumulée. Qu'est-ce qu'on calcule le pourcentage? Tout simplement, pour cet exemple, par exemple, 99,26 égale à quoi? Égale à 100. On multiplie par la valeur correspondante à la ligne et on divise par la totalité. Donc, on va toujours diviser par 68 000 dans ce cas. Pour 29,41, ce sera 100 fois 20 000 divisé par 68 000. D'accord? Là, on peut multiplier par 100 ou elle a gardé une proportion. Les deux possibilités sont correctes. Donc, si on n'a pas multiplié par 100, on va trouver 0,29, 0,51, 0,66, etc. Mais pour plus de précision, si on multiplie par 100, on va voir 4 chiffres. 2 avant le virgule et 2 après le virgule. Généralement, on garde 2 après la virgule. Donc, on peut multiplier par 100 ou on peut garder une proportion entre 0 et 1. Donc, l'objectif là est atteint et on a le pourcentage cumulé de chaque article classé dans un ordre décroissant dans un premier temps. Donc, l'objectif est toujours avoir un pourcentage cumulé pour les articles, pour les entités dans le cas général, classées dans un ordre décroissant. Une remarque ici, le pourcentage cumulé peut être obtenu autrement, une toute petite modification, en faisant quoi? Après l'ordre décroissant, on calcule le pourcentage de chaque article, puis le pourcentage cumulé. Et on va toujours avoir le même résultat, un résultat très comparable. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'avoir un pourcentage cumulé et ce sont les informations qu'on va garder pour tracer le diagramme ABC. Madame, D'accord. Ça va, Raka? Oui, madame, ça va. Donc, on va garder les articles dans notre exemple et le pourcentage cumulé. Et on va tracer le diagramme ABC. Comment on va faire ça? On va avoir, comme toute courbe, deux axes X et Y. Dans l'axe des X, on va mettre les éléments à classer. Dans l'axe des Y, des ordonnées, on va mettre les pourcentages cumulés du critère d'analyse. Dans notre exemple, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'axe des abscisses? Les éléments à classer. Je nomme les éléments à classer dans l'exemple. Les articles. Les articles dans l'ordre décroissant. Et le pourcentage cumulé de chaque article dans l'axe des ordonnées. Et on va avoir cette courbe-là. Donc, 2, 6, 7, 9, 2, 6, 7, 9. Donc, il faut mettre les articles dans un ordre décroissant, dans l'ordre décroissant déjà défini. Et puis, pour chaque article, on va définir on va repérer, disons, le pourcentage cumulé et avoir à la fin une courbe qui a une forme comparable à celle-là. Je vais évoquer ici aussi une remarque que dans le cas général, il est recommandé de choisir un repère carré. Qu'est-ce que ça veut dire carré? C'est-à-dire que il faut s'assurer, voilà, il vaut mieux s'assurer que la distance qui sépare l'origine du dernier élément étudié est exactement la même distance qui sépare le 0 du 100%. Donc, pour avoir une courbe carrée, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que si le repère n'est pas carré, que la courbe n'est pas correcte. La courbe est bien correcte, sauf que on va travailler quoi? On va travailler sur des pourcentages. Si on a une courbe dans une forme carrée, il sera plus facile de gérer visuellement, si vous voulez, les familles ABC. Donc, il est recommandé de considérer un repère carré. Comment on va considérer ce repère carré? C'est de s'assurer que la distance 0, 100% ou bien 0,1 si vous avez gardé des proportions est exactement égale à la distance qui sépare l'origine de
le dernier élément, dans ce cas, le dernier article sujet d'étude. C'est clair là, Mac? D'accord? Et une fois nous avons tracé la courbe, on va déterminer les familles A, B, C. On va supposer, dans un premier temps, que nous avons une courbe théorique parfaite de Pareto. Et dans ce cas, nous allons considérer que 80% du critère, dans ce cas, la quantité en stock, donc 80% du volume de stock correspond à 20% des articles stockés. Et 10%, les 10% suivants correspondent à 20% aussi, et le reste, c'est-à-dire 60% des articles stockés correspondent uniquement à 10% du volume de stock. Et donc, nous aurons la classification en famille ABC suivante. 20% des articles avec 80% de volume, 20% suivants avec 10% du volume et le reste des articles pour la famille C correspond à 10% aussi du volume de stock. Et dans ce cas, si on a comme objectif de réduire la quantité stockée, on va travailler sur les deux premiers articles qui sont les articles 2, 6, qui forment, dans notre exemple, 20% du nombre total d'articles qui est égal à 10 articles, un cinquième. Et la famille C correspond à quoi? Les articles 3, 4, 1, 8, 10 et 5 qui sont présents avec une faible quantité en stock. C'est-à-dire, si je veux réduire le volume en stock, ce ne sera pas très intéressant de travailler sur ces articles-là parce que les conséquences ne seront pas significatives par rapport au volume total de stockage. Ça, si je suis dans un cas théorique parfait de diagramme de Pareto. Dans le cas général maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois nous avons tracé la courbe en se basant sur les données qu'on a calculées, on doit tracer trois autres courbes. On doit tracer la courbe théorique de Pareto en supposant que les familles A, B, C correspondent respectivement à 20, 20 et 60%. C'est-à-dire, déjà la courbe qui est tracée à partir des données l'année et je dois tracer une autre courbe de théorique de Pareto correspondant aux familles ABC auxquelles on affecte les pourcentages 80, 10 et 10 respectivement du critère étudié. Et on trace deux autres courbes linéaires dans ce cas. Une première courbe qu'on va appeler courbe extrême 1 qui correspond à la situation où un seul produit correspond à 100% de la valeur de critère. C'est-à-dire quoi dans notre exemple? C'est-à-dire que j'ai un article qui a un volume de stockage égal à 68 000 articles. C'est-à-dire tout le volume correspond à un seul article. C'est une courbe qu'on va appeler courbe extrême 1. Et une deuxième courbe qu'on va appeler courbe extrême 2, dans laquelle on va supposer que tous les articles ont la même importance. Comment on va représenter ça? On va représenter ça comme suit. Donc, la courbe en noir, c'est la courbe tracée à partir des données calculées par la méthodologie proposée pour le diagramme ABC. La courbe théorique de Pareto avec 20, 10, 10 du critère étudié et cette courbe avec pointillé ici. La deuxième courbe théorique avec une hypothèse de famille ABC correspondant respectivement à 80, 10, 10% du critère étudié. C'est la courbe très interrompue ici. La courbe extrême 1 qui correspond à un seul article avec 68 000 entités ou unités dans le stock dans notre exemple, c'est cette courbe-là. C'est un seul article, par exemple le 2, dans ce cas c'est le plus volumineux de toutes les façons, qui correspond à 100% valeur cumulée. Et si on suppose que tous les articles ont
la même importance, on va avoir une courbe diagonale comme celle-là. C'est la courbe extrême 2. Donc, dans tous les cas, on va avoir une première courbe linéaire qui correspond à une courbe qui lie l'origine avec le 100% correspondant au premier élément pour la courbe extrême 1, et la courbe extrême 2 sera toujours une courbe diagonale. Donc, nous aurons en tout 4 courbes. Courbe extrême 1, courbe théorique de Pareto, la courbe réelle que nous avons eue à partir du traitement donné et la courbe diagonale extrême 2 pour les produits qui ont une même importance. Et à partir de là, on va décider s'il s'agit d'un diagramme de Pareto, un cas particulier de ABC ou d'un cas général de classification ABC. Comment on va faire ça? On va calculer ce qu'on appelle un ratio de discrimination. On le note généralement RD. Comment on va calculer ce ratio de discrimination? En divisant le segment ou la longueur du segment CB par la longueur du segment AB. Le point C, c'est l'intersection de la deuxième diagonale du carré obtenu par la courbe réelle. Donc, on divise, on va mesurer à la règle la distance CB et on va la diviser par la distance AB. Et on va noter la valeur. Les possibilités qu'on peut avoir sont les suivantes. On va toujours avoir une valeur entre 0 et 1, bien sûr, parce que CB est inférieur strictement toujours à la distance AB. Donc, on va avoir l'un de ces cas de figure, ou bien un ratio de discrimination entre 0,9 et 1, ou bien entre 0,85 et 0,9, etc. Et pour chaque situation, c'est un abac. Donc, pour chaque situation, on va considérer le pourcentage relatif aux familles A, B et C. Si, par exemple, on va trouver un ratio égal à 0,8, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la famille A correspond à 20% des individus étudiés, la famille B correspond à 20% ici et la famille C correspond à 60% des individus. C'est notre cas, vous allez voir ça par la suite. Donc, on va calculer le ratio de discrimination, on va se placer dans l'une des zones, on appelle ça des zones, et à partir de cette valeur-là, on va déterminer les pourcentages. Dans un cas particulier où le pourcentage est égal à quoi? Est compris entre 0,75 et 0,85, on va considérer que la famille A correspond à 20%, la famille B correspond à 20% et le reste, 60%, correspond à la famille C des sujets étudiés pour l'analyse ABC proposée. Donc, les zones... Oui. Oui, le ratio de discrimination égale 0,85. 85, oui. Si tu remarques ici, Scandalia a un supérieur ou égal, ici c'est strictement. Donc, même les bornes sont bien définies pour la BAC, d'accord? Mais c'est une bonne question. D'accord? Sauf que lorsqu'on va calculer, si on va utiliser par exemple Excel, on va voir des arrondissements. D'accord? C'est une première remarque. Donc, 85 ou 86 peut être la même situation. Donc, tu peux choisir ce que tu veux, bien que la BAC est bien précis dans ce cas. Et je vais profiter de ta question pour évoquer une remarque. Lorsqu'on dit qu'on va étudier la famille A avec 20% dans cet exemple-là, par exemple, imaginez que la famille A est formée de 10 articles. On a travaillé sur ces 10 articles et quand même, on n'a pas atteint l'objectif global.
ça ne veut pas dire que je ne dois pas toucher à la deuxième famille. On peut très bien travailler sur la deuxième famille ou sur les premiers éléments de la première famille. Pour la rigueur de la méthode de l'utilisation du ratio de discrimination suite à la question de Skander, il y a les bornes avec inférieur ou égal, avec des signes avec égalité ou strictement. Mais même si, par exemple, pour l'exemple cité de 85, vous choisissez 20, 20 et 60, ce n'est pas très faux. Peut-être c'est par rapport à la décision s'il s'agit ou pas d'un diagramme de Pareto, mais par rapport à l'analyse, ça ne va pas changer grande chose, tout simplement parce que on va commencer par étudier la famille A. Si l'objectif n'est pas atteint, on va passer aux familles B et éventuellement C, mais c'est vraiment éventuel parce qu'on va presque jamais avoir besoin de travailler sur la famille C pour atteindre un objectif. Donc, je résume, une fois le ratio de discrimination est calculé, on va se placer par rapport à une de ces 4 zones-là et on va déterminer les pourcentages relatifs à chacune des 3 familles ABC. Le cas particulier de Pareto, c'est lorsqu'on a un ratio de discrimination égal à compris entre 0,75 et 0,85 ouvert à gauche. Et il y a un cas particulier ici non interprétable si j'ai un ratio de discrimination inférieur à 0,65, c'est-à-dire que la courbe ne sera même pas concave. Donc, on aura une courbe au-dessous de cette diagonale-là. Donc, si on veut interpréter les données, dans le cas où on obtient un ratio strictement inférieur à 0,65, si on veut interpréter les données, il faut utiliser une autre méthode autre que ABC. C'est-à-dire ABC n'est pas adapté pour l'étude de ces données-là. Donc, voilà toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver si on a tracé une courbe de diagramme ABC. Dans notre exemple, maintenant, je vous ai calculé le ratio de discrimination. On a trouvé 0,67. 0,67, c'est-à-dire, je suis dans quelle zone? Dans la zone, quelle zone 0,67? Dans la zone 4, c'est-à-dire que la famille A correspond à 20%, la famille B correspond à 30% et la famille C correspond à 50%. Parmi ces 10, les 10 articles qu'on a considérés, la famille A sera formée par les éléments 2 et 6, ou les articles 2 et 6, la famille B par les articles 7, 9, 3, et le reste des articles forment la famille C. Si on veut réaliser notre objectif de réduction du volume de stockage avec l'effort le plus significatif, avec le minimum d'effort, on va commencer à travailler sur les articles 2 et 6. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va voir s'il y a possibilité de réduire le volume stocké des articles 2 et 6. Par exemple, on va envisager des fournisseurs à proximité. On va signer des accords avec d'autres fournisseurs. On va, par exemple, améliorer le transport de l'entreprise pour avoir des délais de transport plus réduits, etc. Et on va voir est-ce qu'on peut réduire les volumes stockés de ces deux articles-là. On suppose qu'on ne peut dans aucun cas réduire le volume de l'article 6, mais on peut réduire quand même en un pourcentage bien déterminé le stock de l'élément 2. Et malgré ça, l'objectif fixé par exemple par une diminution du volume stocké de 20% n'est pas atteint. On doit même passer à l'étude de l'élément 7. Est-ce que je peux diminuer le stock de l'élément 7 et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'objectif de 20% de réduction du volume de stock dans notre exemple. D'accord? Parfois, on termine l'étude sans atteindre l'objectif, c'est-à-dire que l'objectif n'était pas SMART, si vous voulez. Donc, nous avons fixé une diminution du volume stocké de 20%, ce qui n'est pas réalisable avec les conditions et les circonstances que nous avons. Par exemple, donc,
je conclus pour cette méthode-là. C'est une méthode de classification de priorité d'intervention pour minimiser l'effort fourni et avoir, avec le minimum d'efforts, des résultats significatifs. L'effort peut être un effort physique, peut être un effort financier, peut être un effort de point de vue temps, c'est-à-dire l'investissement dans le temps ou autre. Une classification selon l'ordre d'importance, c'est-à-dire définir par quoi on doit commencer, et chaque courbe est relative à un seul critère. Si on a plusieurs critères à étudier, on doit tracer plusieurs courbes en nombre de critères à étudier. Et la remarque très importante que j'insiste dessus, c'est que Pareto, c'est un outil pour interprétation et pour intervention. Donc, on classe en famille ABC et puis on doit chercher on doit proposer un plan d'action, réaliser ce plan d'action, évaluer les résultats de ce plan-là et voir est-ce que nous avons besoin d'une autre analyse ou pas. Donc, c'est une première étape ou une étape intermédiaire pour une amélioration dans le cas général contenu. Donc, c'est un outil d'analyse et non pas un objectif. C'est-à-dire, si on vous demande à quoi sert Pareto et vous dites uniquement à classer, c'est une réponse qui n'est pas complète. Il faut dire à classer dans le but d'interpréter et de réagir. D'accord? Et c'est une méthode d'analyse quantitative. C'est-à-dire, même si le critère étudié est qualitatif, on doit le quantifier. Par exemple, si on va étudier la qualité de la production. C'est un exemple qui n'est pas en relation avec la maintenance, mais juste pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire quantitative et finir par ça pour la méthode ABC. Donc, si on va étudier la qualité de la production, la qualité, ce n'est pas quantitatif. On doit chercher un critère qui va quantifier ce caractère-là. Comment on peut quantifier la qualité? Par exemple, par le nombre de réclamations, par le nombre de pièces défectueuses. Et si on a le nombre de réclamations par article, par exemple, on peut classer par la méthode ABC selon le nombre de réclamations ou là selon le nombre de pièces défectueuses. D'accord? Donc, c'est une méthode d'analyse quantitative la plus utilisée pour la maintenance, la production, la gestion logistique, la gestion des stocks en particulier, etc. Pour l'exemple que je vous propose comme application de la méthode ABC, je vous propose des causes d'arrêt relatives à une machine bien déterminée. Nous avons 7 causes et la durée en heure, ou le nombre d'heures d'arrêt, c'est la même chose, la durée en heure d'arrêt pour chaque cause. Et on vous demande de classer ces causes-là en utilisant la méthode ABC. Dans le cas général, vous n'avez pas à calculer le ratio de discrimination. Donc, dans le cas général, on vous demande de classer selon l'analyse ABC et puis déterminer les familles ABC. Si on vous demande de calculer le ratio, vous le faites. Si on ne vous demande pas explicitement de faire ça, vous ne calculez pas le ratio de discrimination, mais il faut toujours se rappeler qu'il faut calculer ce ratio-là, la façon avec laquelle ce ratio est calculé pour déterminer s'il s'agit d'un diagramme de Pareto ou pas. Donc, je reviens à l'exemple. On vous demande de tracer la courbe d'analyse ABC. Comment vous allez procéder? Est-ce que quelqu'un peut me donner rapidement les 3 étapes à suivre? Les premières étapes de collecte de données, de mettre ces données dans un tableau et de définir un critère d'analyse sont déjà définis. Critère d'analyse, c'est nombre d'heures liées aux causes d'arrêt. Donc, comment on va procéder? L'étape suivante, il faut… Classification du nombre d'heures. Très bien, classer. Donc, le premier élément sera quoi dans ce cas? Sera défaut sur pièce. Très bien, sera défaut sur pièce. Donc, vous allez classer les causes dans un ordre décroissant de nombre d'heures d'arrêt, calculer le pourcentage de chaque nombre
relatif à chaque cause et puis calculer le pourcentage cumulé. Je vous invite à effectuer cet exercice en exercice asynchrone. Donc, vous avez la classification, le pourcentage et le pourcentage cumulé. D'accord? Et par la suite, vous allez tracer la courbe ABC. Vous allez placer les causes dans l'ordre décroissant, dans l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées sera réservé au pourcentage. Ici, j'ai aussi choisi de multiplier par 100, mais c'est à vous de choisir. Vous pouvez garder la proportion. Et nous avons tracé trois courbes juste pour expliquer le cours. Mais dans le cas général, c'est généralement on trace les pourcentages cumulés, c'est les histogrammes en orange ici, et la courbe de pourcentage cumulé, le trait qui lie les pourcentages cumulés. Le bleu sont les pourcentages, n'ont pas n'ont aucune interprétation pour le diagramme ABC. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va interpréter. La première étape de l'interprétation, c'est la détermination des familles A, B, C. Si on ne vous demande pas de déterminer le ratio de discrimination, vous pouvez, par exemple, supposer ou chercher la famille A qui, dans ce cas, exemple, est durée d'heure. Donc, comment on va interpréter la famille A? On va supposer que c'est 80%. Donc, ça va pas être 20%, ça va être un peu plus que 20. Mais comment on va décrire la famille A dans ce cas? Donc, on a des causes et durée d'arrêt. Donc, la famille A, c'est quoi? Comment on va la décrire dans ce cas? C'est un nombre réduit de quoi? Un nombre réduit de quoi? Vous êtes là? Non? Ayman, halik le micro pour dire que tu es là. Madame. Oui, madame. Oui. Donc, la famille A, c'est un nombre réduit des causes qui durent très longtemps, si vous voulez. Un nombre réduit de causes qui durent trop longtemps. La famille C, c'est un nombre important de causes qui n'ont pas de durée importante. Donc, comment on peut interpréter ça? Si mon objectif de réduire le nombre d'arrêts total dans un atelier, je vais commencer à travailler sur les premières causes de la famille A, parce que mon intervention dans ce cas sera plus significative et l'intervention globale sera moins coûteuse. Par exemple, pour le défaut sur pièce, on peut proposer quoi pour minimiser le nombre d'interventions? On peut effectuer un diagnostic avant le montage de la pièce, par exemple, ou elle améliorer la qualité de la réception de cette pièce lorsque je vais recevoir la pièce de rechange du fournisseur, etc. Donc, pour vous dire, Ellie, je trace le diagramme ABC. Je commence l'interprétation par la détermination des familles ABC. Je dois toujours avoir en tête l'objectif de cette classification-là et je cherche, il y a tout un autre chantier à mettre en place, toute une réflexion, toute une analyse à mener pour réduire, dans ce cas, le nombre ou la durée d'arrêt. On peut étudier le nombre, mais dans ce cas, on a étudié la durée des arrêts. Donc, je vous conseille de refaire cet exercice-là et même l'exercice que nous avons eu pour expliquer la méthode ABC, pour vous familiariser avec la méthode ABC. Et, bon, heureusement que vous n'avez pas d'exposé à présenter puisqu'on est arrivé à la fin de la séance. Pour la prochaine séance, nous aurons deux présentations. On va commencer par l'AMDEC, l'expliquer, puis passer à l'analyse par arbre de défaillance. Pour faire quoi en fait? Pour analyser qualitativement les défaillances. Généralement, une analyse qualitative de défaillance se fait dans le cadre d'un diagnostic
vous avez certainement une idée de ce qu'un diagnostic, mais on va avoir des détails, un peu plus de détails sur la définition diagnostique la prochaine séance. Et parmi les outils de diagnostic, on peut citer, entre autres, l'AMDEC et l'analyse par arbre de défaillance. Ces deux méthodes seront l'objectif de la prochaine séance. Le groupe qui va travailler sur l'AMDEC nous présente comment sa présentation par quoi? Par une petite définition du diagnostic. Voilà les deux groupes. Les deux groupes commencent leur présentation par une proposition de ce qu'on appelle diagnostic. Qu'est-ce qu'un diagnostic pour un atelier ou un équipement de maintenance dans le cadre d'une intervention de maintenance? Donc voilà ce que nous avons pour cette séance. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous les écrivez dans votre Classroom. Si vous avez des documents envoyés, s'il vous plaît, vous les envoyez sur Classroom et non pas par mail. Classroom يعيشكم. Utilisez votre Classroom et à la prochaine séance si vous n'avez plus de questions. مادام حتى Non, لي madame, merci. زيكزارسيس نهبطوهم على الكلاس روم نخدموهم